Bienvenue sur Géopolitis. Qui est derrière la Syrie? Quels sont les pays qui soutiennent l'un ou l'autre camp dans cette guerre qui a déjà fait plus de 100 000 morts? Plus concrètement, quelles sont les capitales qui ont intérêt à influer sur le sort du conflit? En fait, qui sont les parrains de cette guerre et qui, d'une manière ou d'une autre, entretient ce conflit, soit en fournissant des armes à tel ou tel camp, soit en ne faisant rien, ce qui est parfois tout aussi dommageable. S'il y a une chose que l'on a comprise, c'est ça. La guerre en Syrie n'est pas le fait exclusivement des seuls Syriens qui seraient ou pro-gouvernemental ou pro-rébellion. Ce serait trop simple. Non, tel n'est pas le cas. De nombreux pays tirent les ficelles en coulisses pour le bien ou pour le mal des quelques 20 millions de Syriens. La Russie, l'Iran, le Hezbollah du Liban derrière Bachar el-Assad, l'Arabie saoudite et le Qatar derrière les djihadistes, la Turquie derrière les rebelles, par exemple ceux de l'armée libre syrienne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, clairement du côté de l'opposition. Mais laquelle opposition? Géopolitis passe en revue les intérêts déclarés ou cachés de toutes ces capitales qui ont leur mot à dire sur le sort de la Syrie. Au début, il y a eu une révolte, un mouvement populaire, ça a été le cas d'ailleurs partout et d'abord en Tunisie. On se souvient de ce jeune qui s'était immolé à Sidi Bou Saïd, le tout début du premier printemps arabe en Tunisie. Et puis, il y a eu l'Égypte, le Yémen et la Libye. En Syrie, il faut s'en souvenir, le point de départ de la guerre, c'est un mouvement de protestation pacifique dans la ville de Deraa, c'était en mars 2011. Cela dit, en Syrie comme ailleurs, très vite, on a vu qu'une révolution, une vraie, de grande ampleur, eh bien, en se développant, en s'internationalisant, finissait par échapper aux révoltés de la première heure. La révolution était confisquée, manipulée, orientée par d'autres groupes de pression bien mieux structurés et tellement plus puissants. En Syrie, au départ, on avait des rebelles, des militaires dissidents, pas des djihadistes. Ceux-là sont venus plus tard, officiellement soutenus, ce qui veut dire envoyés et rémunérés, par des pays comme l'Arabie saoudite et le Qatar. Et puis, de l'autre côté, chez le président Bachar el-Assad, on a très vite enregistré le soutien actif de la Russie et de l'Iran. Là-dessus, avec l'affaire de l'attaque chimique sur des civils, on a vu l'entrée en scène des deux super grands russes et américains défendant des positions diamétralement opposées, mais se présentant, et ce fut le cas ici à Genève, comme les seuls authentiques faiseurs de paix. But diplomacy requires willing partners. And I want to thank President Putin for his willingness to pick up on the possibility of negotiating an end to Syrian weapons of mass destruction. Tout cela, dans cette région du Proche-Orient, rappelle de mauvais souvenirs. La guerre civile au Liban de 1975 à 1991. Guerre civile, oui, entre Libanais, mais surtout entre puissances régionales agissant par procuration dans le pays du Cèdre, prolongeant de facto pendant 15 longues années ces combats fratricides. Liban, Égypte, Syrie, autant d'exemples où les forces intérieures sont elles-mêmes sous l'influence des forces extérieures. La Russie de Vladimir Poutine, c'est le principal allié dans la région de la Syrie de Bachar el-Assad. Les liens sont politiques, cela date de l'Union soviétique, et le soutien absolu de Moscou à Damas n'a cessé de s'affirmer, par exemple, chaque fois qu'il s'est agi de condamner ou pas la Syrie à l'ONU. Ces liens sont aussi militaires. C'est à Tartous que Moscou opère sa seule base militaire navale dans la région. C'est la Russie qui fournit en armes, y compris en ce qui concerne certaines armes chimiques, le pays du président Assad. Et au niveau financier, c'est Moscou qui contribue le plus ouvertement à l'effort de guerre syrien contre les rebelles. La Chine, pour sa part, n'exige qu'une chose, que l'on applique partout dans le monde le principe de base qu'elle défend constamment, la non-intervention dans les affaires des États souverains. Comme la Russie, la Chine a été échaudée par les résolutions de l'ONU sur la Libye. Pékin estime qu'on l'a trompé sur la véritable destination des menées militaires acceptées par l'ONU. Alors, Syrie ou pas, la Chine a juré qu'on ne l'y reprendrait plus. L'Iran considère que c'est aussi
la défense de l'islam chiite qui est en jeu face aux menées de la mouvance sunnite. La solidarité ne s'exprime pas seulement en termes religieux. L'aide financière de l'Iran est de première importance, son aide militaire également, avec l'envoi en Syrie de centaines de conseillers qui encadrent efficacement l'armée de Bachar el-Assad. L'Iran joue enfin un rôle capital par l'entremise de son allié libanais, le Hezbollah chiite, qui ouvertement a pris les armes contre les rebelles syriens et les djihadistes venus de l'étranger. Du côté des monarchies du Golfe, on considère que le conflit syrien n'est que l'une des scènes du grand affrontement entre chiites et sunnites. Par obligation de contrer ce que l'on appelle avec crainte l'arc chiite Téhéran-Damas-Beyrouth, le Qatar et l'Arabie saoudite, qui exigent le départ de Bachar el-Assad, consacrent des milliards de dollars au soutien des rebelles, y compris certains groupes djihadistes tels que le mouvement Al-Nosra ou l'État islamique d'Irak et du Levant. Certains combattants touchent du reste une solde payée par les pays du Golfe. Dès le début de l'insurrection, Washington a souhaité le départ du président syrien, dénoncé les crimes commis contre son peuple par Bachar el-Assad et soutenu politiquement les premiers fronts d'opposition. Le soutien militaire actif est réel, mais peu visible. Les États-Unis financent et organisent par exemple l'entraînement de militaires syriens rebelles en Jordanie. Sur un plan géopolitique, Washington a été en pointe dans le combat contre l'utilisation de l'arme chimique, allant, on le sait, jusqu'à menacer d'intervenir militairement en organisant des frappes punitives. Dans ce cortège d'horreur, il y a eu... Ce sont les seuls pays européens à avoir aussi nettement pris parti pour l'opposition, en l'occurrence l'armée syrienne libre, et pour divers mouvements politiques opposés à Damas. Londres et Paris ont à plusieurs reprises souhaité que l'ONU vote des résolutions condamnant Bachar el-Assad et appelant à son départ. Résolutions constamment rejetées par Pékin et Moscou. Après avoir souhaité armer plus largement le camp anti-Assad, le président français et le Premier ministre britannique, on l'a vu, envisager des frappes punitives à l'encontre du président syrien. À présent, on sent les deux capitales prendre leur distance avec les mouvements djihadistes qui incarnent de plus en plus l'opposition. Ces deux pays restent mobilisés pour tenter de trouver de nouveaux efforts diplomatiques en vue d'une solution du conflit. L'invité de Géopolitis, Gabriel Gallis, qui est vice-président de l'Institut international de recherche sur la paix, ici à Genève, une fondation indépendante, il faut le dire. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé « Regards croisés sur la paix et la guerre ». La situation en Syrie, on l'a dit, elle est extrêmement compliquée. On a aussi parlé de guerre par procuration. C'est un terme absolument énorme, ça, guerre par procuration. Vous y croyez ? Oui, je pense que ça explique l'essentiel des choses. En anglais, on a proxy wars, mais c'est fidèlement la traduction. Il se trouve que ce sont les grandes puissances qui régissent l'ordre du monde. C'est une banalité de le dire. Et comme elles évitent de se faire mal entre elles, elles utilisent des mandataires, qui sont ceux qui interviennent pour elles et qui se battent par procuration, donc. Mais alors, revenons au cas de la Syrie. Au tout début, il y a révolte. C'est pas une révolution au début, c'est une révolte. Ça, ce sont des Syriens entre eux. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, en très peu de temps, cette révolte-là, elle est confisquée? Toutes les révolutions se sont passées comme ça dans l'histoire de l'humanité. La Révolution française, ce sont des gens qui ont pris la Bastille, et puis derrière, il y a des intellectuels qui étaient des avocats comme Robespierre, qui n'étaient pas des forgerons. Lénine, c'était un intellectuel, c'était pas un moudjik. Ben Laden, il avait fait des études, et puis il était chef d'entrepreneur. Restons en Syrie, puisque c'est le dossier qui nous occupe dans ce numéro de Géopolitis. Là, on voit les super grandes puissances qui interviennent ou qui n'interviennent pas. Finalement, c'est aussi dommageable. Oui, mais elles interviennent toujours, mais elles n'interviennent pas forcément au premier plan. Elles interviennent derrière. Les Américains ont quand même, on oublie de le rappeler dans l'affaire syrienne, on oublie de rappeler qu'en 2003, George W. Bush, l'année de la guerre contre l'Irak, a mis à l'agenda le remodelage du Grand Moyen-Orient. Ça a été poursuivi. L'imposition de la démocratie. On allait imposer la démocratie, on allait ouvrir des marchés, on allait faire d'une pierre plusieurs coups. Ça s'est continué par des débats sur ce thème-là,
remodelé par les Européens qui trouvaient que c'était un peu colonial comme formulation. Donc ça s'est appelé Partenariat pour le Grand Moyen-Orient. Ça a cheminé dans le G8, puis dans l'OTAN. Et de fait, quand on regarde ce qui se passe, le programme de George Bush est mis en œuvre. Mais pendant ce temps-là, les Russes, eux, continuaient leur zone d'influence sur la Syrie. Bien sûr, parce que les Russes, ils y étaient avant. Ils y étaient dans un domaine où ils avaient pris des positions antérieurement pendant la guerre froide. La base navale de Tartous, elle a été le résultat d'un accord de 1971. Ça fait plus de 40 ans qu'ils sont là, les Russes. Donc, vous pensez que c'est la seule raison pour laquelle il ne lâche pas le président Bachar el-Assad? Il y a beaucoup de raisons. La géopolitique, c'est d'abord de la géographie et de l'histoire. Oui. Et puis, c'est toujours un entrelac de raisons. Il y a ce qui met le feu à la plaine, il y a l'étincelle, et puis il y a tout ce qui est derrière qui permet que ça fasse un gros brasier. Et ce gros brasier, ces grandes puissances, elles l'entretiennent ou pas? Parce qu'elles font semblant de l'arrêter, cet incendie. On l'a vu à Genève, par exemple. C'est très hypocrite, simplement? Mais, tout le monde n'est pas hypocrite, soyons diplomates. Mais il y a un double jeu. Il y a du pompier pyromane dans cette affaire. Et c'est clair que quand on regarde quelles sont les forces qui sont en présence, il y a d'une part les Occidentaux. Chevènement dit les occidentalistes pour montrer que ce sont ceux qui veulent la suprématie de l'Occident. Il y a... Vous mettez qui dans ce camp-là? Les Anglais, les Français, les Américains? Essentiellement les Américains et ceux qui les suivent fidèlement. Bon, ceux qui sont... L'OTAN s'est quand même renforcée. Une chose qui n'est pas dite, c'est que le pacte de Varsovie a explosé après la fin de l'Union soviétique. Et c'est l'OTAN qui a grignoté. L'OTAN, non seulement s'est étendue par le nombre de ses membres, mais s'est diversifiée par son emprise géographique. Et même maintenant, elle a une compétence universelle qu'elle n'avait pas, puisqu'avant, elle était limitée à l'Atlantique Nord, comme son nom l'indique. Alors ça, c'est les occidentalistes. Alors les occidentalistes qui sont pour la suprématie de l'Occident, pas pour l'équilibre, pour la suprématie. Et de l'autre côté? De l'autre côté, il y a au moins deux groupes. Il y a ceux qu'on peut appeler les djihadistes, qui eux sont pour partie des réseaux, des réseaux moitié politiques, moitié militaires, et puis parfois aussi un petit peu commerciaux. Oui. Et puis là derrière, des États. Il ne faut pas oublier que derrière des réseaux, il y a des États. L'Arabie Saoudite et le Qatar. Derrière ce qu'on appelle les djihadistes. Qui sont derrière les djihadistes, mais qui ne sont pas les soldats, mais qui sont les principaux. Quels sont les intérêts, par exemple, de l'Arabie Saoudite et du Qatar? Alors, ils ont des intérêts géopolitiques, mais ils ont surtout des intérêts idéologiques. Je crois que... Religieux? Oui, religieux, on peut les appeler comme ça. L'Arabie Saoudite est un allié politique des États-Unis depuis très longtemps, c'est connu, mais en même temps, c'est un allié conflictuel, parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes perceptions des choses. Donc, ils nourrissent un certain nombre de réseaux, ils les alimentent en argent, en armes, en formation. Ça, c'est le deuxième bloc, qui d'ailleurs a des scissions entre eux, parce qu'ils sont d'accord contre les Occidentaux, mais ils ne sont pas d'accord entre eux, les Qataris et les Saoudiens. De même qu'à l'intérieur des Occidentaux, il y a des divergences quand même. Les Anglais et les Français en gardent de vieilles rancœurs, etc., etc. Alors tout le monde observe l'action de l'autre en sachant que chacun fournit en armes. Bien sûr. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Kofi Annan, premier mandataire de l'ONU dans cette affaire. Puis ça a été ensuite Ibrahimi qui l'a dit. Donc on a effectivement des doubles jeux. Si la diplomatie a perdu autant de temps, c'est parce que la guerre a été alimentée. Seulement, depuis, on s'aperçoit que les djihadistes ont pris de plus en plus le terrain. Parce qu'ils sont les mieux organisés, tout simplement. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie. Il y avait une opposition laïque, mais elle n'était pas la plus forte et la mieux organisée. Alors, vous êtes vice-président d'un institut international de recherche de la paix. La paix en Syrie, c'est quoi? C'est simplement un cessez-le-feu concocté ici à Genève? Il faut commencer par un cessez-le-feu parce que c'est le début. Et puis après, il faut, je crois, remettre les cartes. C'est-à-dire que les grandes puissances trouvent un compromis. Moi, je n'ai pas d'incertitude sur le compromis que peuvent trouver les Américains, les Russes et même les Chinois, parce qu'on discute entre puissances organisées. Il y aura un intérêt commun. Il y aura des intérêts communs et il y a des adversaires communs. Ouais. Les Russes ont beaucoup peur des djihadistes et de l'islamisation de la Russie. Actuellement, comment on la prépare? Comment on l'obtient surtout? La paix, c'est d'abord d'arrêter le massacre, et puis ensuite, c'est de participer à un rééquilibrage, c'est-à-dire que chacun dise ce qu'il est prêt à mettre sur la table. Si chacun est prêt à faire des concessions autour d'une table, on trouvera une paix. Et puis après, avec ou sans Assad, c'est une question que les gens résoudront eux-mêmes, et d'abord les Syriens, j'espère. Merci, Gabriel Galis. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Institut international de recherche sur la paix, ici, à Genève. Merci à vous. Merci beaucoup. Le problème avec la Syrie, c'est que, par fatalisme ou par lassitude, c'est toujours trop tard ou trop tôt pour enrayer la violence. Lorsque l'insurrection a débuté au mois de mars 2011, et parce que c'était une révolte, disons une affaire intérieure, on a dit il est trop tôt pour se mêler des affaires intérieures de ce pays.
Quand on s'est rendu compte de la sauvagerie avec laquelle réagissait l'armée de Bachar el-Assad, on a constaté c'est trop tard pour intervenir, on ne peut tout de même pas entrer en guerre avec un pouvoir central aussi fort que celui de Damas. Et quand on a compris que la révolution était quelque part confisquée par des djihadistes venus de l'étranger, on s'est dit c'est trop tard pour aider militairement les rebelles, les vrais, mais parallèlement, on a conclu que c'était un peu tôt pour faire confiance aux autres combattants, ces djihadistes venus en mission salvatrice de l'islam sunnite. Et puis quand on s'est rendu compte que ces djihadistes n'avaient rien à envier aux forces gouvernementales en matière de cruauté et de barbarie, eh bien c'était un peu tard. De même, c'était toujours un peu trop tôt pour que les grandes puissances se mêlent ouvertement du conflit. Du coup, lorsque l'affaire des attaques chimiques est apparue dans toute son horreur, eh ben, c'était un peu tard pour agir préventivement. Alors, que deviendra la Syrie ? C'est un peu tôt pour le dire, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos réactions et les commentaires que vous pouvez vous échanger concernant ce dossier syrien, toute une documentation en termes de vidéos, sites internet, infographies et archives, avec toujours la possibilité de podcaster ce programme de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.